Merci. J'ai l'honneur d'être une des rares femmes qui intervient dans cette conférence et merci de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de un peu mon parcours et des diverses initiatives. Alors, quand j'étais enfant, j'ai été élevée dans une sorte de kibbutz cosmopolite et on m'a appris qu'il était essentiel d'apprendre à apprendre et que dans sa vie, tout était possible si on le voulait. Alors ça, c'était possible aussi pour moi parce que c'était le fait que j'avais une mère qui était à la fois intellectuelle et artiste qui m'a ouvert grandement l'esprit et qui m'a permis de m'intéresser aux nouvelles technologies sans imaginer que c'était un domaine réservé aux hommes. Donc c'était sans préjugés que j'ai pu m'intéresser à tout ça. Ce qui est assez rare, et on le voit l'importance de l'environnement qui vous incite à vous ouvrir l'esprit ou pas. Et donc j'ai découvert le web en 1994, comme vous le citiez tout à l'heure, grâce à l'association Les Humains Associés, justement fondée par Tatiana dont je viens de parler, et Salomon, ma mère. C'est une association humaniste qui réunit à la fois des artistes, des scientifiques, des journalistes et des philosophes. Et en 1994, l'un des directeurs de l'Institut national de l'audiovisuel avait créé un site internet et était présent sur le web. Et il lui a proposé, en fait, de mettre l'association sur le web. Donc je me suis retrouvée, même pas majeure, à devoir coordonner la première création de ce site web qui comptait parmi les 10 000 premiers sites de tout le web. Alors après ça, je suis devenue journaliste et j'ai participé à la création de plusieurs rubriques dans les médias, notamment d'un magazine de vulgarisation scientifique. Et un peu plus tard, en fait, j'ai ouvert ma première agence, qui est une agence familiale. Et j'étais toujours la seule femme, un peu aux environs. On était vraiment très, très rares. Alors mon parcours s'est toujours fait dans un environnement masculin, mais moi, ça ne m'a pas gênée parce qu'en fait, on m'a appris à rester ouverte, puis finalement, tout se passe bien quand on a fait notre part chacun. Et toujours ce qui m'a passionnée au début du web, c'était la mutation technologique et surtout, c'était une mutation qui allait de société, qui était sociale, qui allait de politique, de tous les niveaux, et qui allait à la fois accompagner la mutation actuelle et en même temps l'impulser, puisque c'est les deux. Alors, quelques années plus tard, j'ai cofondé un blog qui s'appelle mémoirevive.tv, qui est l'un des tout premiers vidéoblogs mobiles du monde. Et là, pareil, encore une fois, j'étais une des seules femmes. J'étais par exemple invitée par des politiques, et je me rappelle très bien une fois, j'étais invitée par le secrétaire du numérique de l'époque, Éric Besson. Il avait invité 10 influenceurs, j'étais la seule femme. Et je me suis tournée vers le cabinet en disant mais comment c'est possible, il y en a d'autres, certainement, je ne suis pas la seule. Et on m'a dit très gentiment, mais vous devriez être déjà content d'être là, d'habitude il n'y en a pas. Donc c'est vrai que, bon, ok. Et donc, plus récemment, ma société a édité aussi une application qui s'appelle Culture Click, en réalité augmentée, qui propose 1000 œuvres en haute définition géolocalisées. C'est une appli mobile, donc. Et donc, on tourne autour de soi et on peut découvrir à la fois les musées qui nous entourent et des œuvres. Et on peut faire un voyage dans le temps, par exemple, sur les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, etc. On peut voir des tableaux, des gravures, des photos, etc. de l'Institut de la Bibliothèque nationale de France, du ministère de la Culture et de la Réunion des musées nationaux. On était en amont de l'open data et on a réussi à ce que ces institutions nous mettent à disposition des œuvres. Ça, c'était assez intéressant. Donc, il y a 10 ans, j'ai cofondé le club Girl Power 3.0, qui est le club des entrepreneurs innovatrices et créatrices, qui sont en fait des femmes du numérique, pour faire plus simple, en 2006. Et c'est un réseau d'influence féminin qui est indépendant et qui a pour vocation de soutenir les femmes dans notre écosystème et de promouvoir leur rôle dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat. Alors, comme vous l'avez compris, il y a 10 ans, on n'était vraiment que quelques-unes. Donc, on a fait un travail de fond sur ces sujets-là. On s'est retrouvés régulièrement. On fait du coaching, on ouvre des portes de réseau, on prend la parole lors de conférences et dans les médias pour inspirer les femmes et essayer d'inspirer les hommes de s'intéresser aux femmes qui travaillent dans le numérique. Et donc, on a fait partie des premiers à lancer cette initiative. Alors là, je voulais vous montrer une image de Ada Lovelace. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Oui? Ah oui, quand même. D'accord. Alors, Ada Lovelace, c'est la fille de Lord Byron, qui a vécu au XIXe siècle, et donc sans elle, comme vous le savez, donc nombre d'entre vous le savent, le langage informatique n'aurait pas été inventé. Et donc, est-ce qu'on parle souvent de cette femme? Ben non, pas vraiment. Et pourtant, elle a inventé le premier programme informatique du monde, donc au XIXe siècle. Elle est la fille du poète Lord Byron, comme je disais, et d'une brillante intellectuelle, Annabella Milbank. Et à 18 ans, elle rencontre le célèbre mathématicien Charles Babbage, et elle est fascinée par la description de son calculateur mécanique qu'il est en train de mettre au point. Alors, ils échangent pendant des années. La machine analytique de Charles Babbage est un ancêtre de l'ordinateur. Et elle invente le premier programme informatique et le premier algorithme au monde.
Tous les deux, ils collaborent donc pour développer ce projet, on pourrait dire un peu software et hardware. Et dans l'article qui paraît dans une revue scientifique suisse en 1842, pour présenter la machine de bagages, elle inclut, Ada Lovelace, des notes, et elle a compris que ces machines pouvaient exécuter des programmes et des calculs bien plus complexes que ce qu'il avait imaginé. Postulant que la machine tisse des motifs algébriques, elle met au point un mécanisme perfectionné utilisant des cartes perforées pour augmenter sa capacité de résolution des problèmes. Alors on peut dire qu'à cette époque, il y a plein de personnes qui n'ont pas vraiment cru qu'elle avait participé à cette création. On se disait, mais est-ce que vraiment un cerveau féminin était capable d'inventer un langage? Vous imaginez le contexte. Mais pourtant, Baggage a déclaré que vraiment elle a contribué largement aux travaux et il l'a même dit publiquement qu'elle a apporté des aspects originaux et révolutionnaires à sa machine. Alors, cette science, elle constitue le langage pour lequel écrivait Baggage. Selon lui, nous pouvons examiner précisément les grands faits du monde naturel, et c'est ce qu'on appellera plus tard, évidemment, la science informatique. Alors maintenant, on va parler d'une autre femme. Ah oui, alors pardon, j'avais oublié ce slide avec la machine. Une autre femme, alors elle, c'est Margaret Hamilton. Ça vous dit quelque chose ? Ouais, bien sûr. Donc là, elle pose à côté du code, moi imprimé, c'est impressionnant, de l'Apollo 11, qu'elle a rédigé en 1969. Alors bon, sans elle, évidemment, l'homme, on peut le dire, ne serait jamais allé sur la Lune. Comme vous le savez, il y a eu pas mal de problèmes techniques. Elle avait eu des brillantes idées qui ont permis de les contourner, etc. Donc à l'époque, la partie software était souvent reléguée aux femmes, car jugée moins importante. Donc, elle a raconté, quand j'ai commencé à parler d'ingénierie logicielle, l'expression faisait souvent sourire. C'était même une blague courante. Mes collègues aimaient me chambrer pour mes idées radicales. Le développement logiciel a finalement, et inévitablement, on peut le dire, acquis ses lettres de noblesse au même titre que la partie composant électronique. Alors, selon les experts, son travail était si bon qu'on lui doit vraiment le succès de la mission Apollo. Donc, Et elle est toujours vivante, elle a 78 ans et elle a une boîte aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait quand même l'applaudir, non ? Hop. Alors, je fais une petite aparté et je reviens à notre époque aujourd'hui. Alors, on peut se dire aussi que la responsabilité des développeurs et des entrepreneurs dans le monde qui vient, elle est quand même assez importante. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler un peu de cette histoire avec Mark Zuckerberg récemment. C'est nous qui inventons et développons désormais des services, des applications, etc., qui ont un impact sur des millions, voire des centaines de millions de personnes. Et il y a quelques jours a eu lieu la conférence annuelle F8 pour les développeurs. Et lors de son discours, Mark Zuckerberg a taclé Donald Trump en déclarant « Plutôt que de construire des murs, nous pouvons aider à construire des ponts, et plutôt que de diviser les personnes, nous pouvons aider à les réunir ensemble ». Alors on sait qu'il prend des positions sur certains sujets, notamment diverses. D'ailleurs, il est aussi un grand militant du congé paternité. Et un employé lui aurait récemment demandé quelle était la responsabilité de Facebook afin d'empêcher une présidente Trump en 2017. Carrément. Alors là, Facebook était bien embêté. Ils ont dû publier un communiqué récemment où ils disaient parce qu'on peut se poser la question, est-ce que Facebook pourrait modifier son algorithme de son fil d'actu pour favoriser un candidat plutôt qu'un autre? Alors, la question est loin d'être anodine quand on sait qu'effectivement, il y a 1 million d'utilisateurs de Facebook. Donc, c'est... milliard, pardon, merci. Et donc, ils ont répondu à travers un communiqué que le réseau n'essayera pas d'influencer les élections présidentielles aux États-Unis, même si son PDG a une opinion politique. Nous encourageons n'importe quel candidat et les groupes et les électeurs à utiliser notre plateforme pour partager leur point de vue sur les élections. En tant qu'entreprise, nous sommes neutres. Nous n'allons pas utiliser nos produits d'une manière qui pourrait influencer les votes. Ils étaient quand même obligés de répondre à cette polémique qui est en train de naître aux États-Unis. On voit bien qu'évidemment, Zuckerberg il a un pouvoir immense aussi sur l'information et sur l'opinion, et que finalement, peut-être un jour, une plateforme pourrait influencer, prendre parti dans une présidentielle ou dans un autre sujet politique majeur. Ça laisse ses songeurs. Alors, il y a cette citation d'Einstein que j'aime bien, parce qu'il dit que la manière de penser qui a généré un problème ne pourra jamais le résoudre. On voit bien qu'aujourd'hui, on doit réfléchir autrement et qu'on est à la fin d'un grand cycle dans notre société, en particulier en France d'ailleurs. C'est une mutation majeure et on peut se poser la question, donc, notamment, parmi d'autres, quelle est la place des femmes dans le monde numérique ? Pendant 10 ans, donc, comme je vous le disais, notre club Girl Power 3.0, on a donc fait un travail de fond sur les nouveaux rôles modèles, les nouveaux métiers, etc. D'autres réseaux se sont créés un peu partout en France, dans les grandes entreprises. Il y a quelques progrès, c'est vrai,
quand même, on a un peu travaillé, mais pas un immense changement. On aurait pu s'attendre quand même qu'en disant que ça bouge un peu plus. Et lors de la conférence franco-américaine à l'Élysée, les conférences franco-allemandes à l'Élysée sur le numérique, François Hollande a reçu Angela Merkel. Alors on aurait pu croire, comme c'était une chancelière, il y aurait peut-être qu'ils ont pensé un peu mettre des femmes dans les panels, mais non, pas du tout. Donc il n'y avait que des mecs sur scène. Moi, j'y étais pas, mais j'avais des personnes dans mon réseau sur Twitter qui y étaient, qui m'ont posté quelques petites photos, et j'ai fait un petit commentaire, comme ça m'arrive souvent depuis des années. Et d'habitude, ça a un petit peu de réaction, mais enfin pas immense. Et là, on ne sait pas pourquoi, ça prend, et là j'ai eu des réponses. Il y a Axel Lemaire qui m'a répondu, Benoît Thielin, et puis il y a Guy Mahomani, le président de Syntec Numérique et aussi du groupe Open, qui décide à ce moment-là de déclarer sur Twitter, à partir de maintenant, je n'interviendrai plus à une table ronde ou à un panel, quel qu'il soit, s'il n'y a pas au moins une femme dedans. Il prend ses initiatives, et puis on en parle un petit peu sur les réseaux. Et au mois de janvier, il y a la réunion du Club des Gentlemen, qui a lieu chez Gilles Babinet, Captain Dash notamment, que vous connaissez. Et le Club des Gentlemen est un groupe d'entrepreneurs et de personnalités du numérique engagés dans le débat citoyen et la transformation humaniste de la société. Alors, il y a deux têtes que vous devez reconnaître, notamment il y a Benoît Thielin également. Alors ce club est que des mecs, et a été fondé donc par Guy Mahomani et Tatiana F. Salomon. Alors parmi ses membres, il y a donc à peu près une trentaine de personnes. On a eu l'idée de faire un appel et de créer le hashtag Jamais sans elle. On l'a publié sur lepoint.fr, et là, bam, c'est monté en sujet les plus populaires sur Twitter. Le jour même, on était super étonnés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est devenu une sorte d'élément, un mot de vocabulaire en disant « jamais sans elle » pour signaler à la fois des endroits où il n'y a pas de femmes, mais aussi des endroits où il y en a. Des boards où il y en a, des conseils d'administration où il y a des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pour la première fois, ce sont à la fois des hommes et des femmes qui s'emparent du sujet, c'est ça qui est nouveau. Donc, jamais sans elle, ce sont les hommes pour la mixité. Alors, je vais vous citer un extrait de l'appel, tout simplement. Donc, c'est « Trop de tables rondes, de réunions, de groupes de débatteurs sans femmes. Dorénavant, nous ne participerons plus à aucune manifestation publique ou événement médiatique qui ne compterait aucune femme. Nous ne demandons pas de quotas, de règles écrites et de lois. Un simple engagement personnel face à une évidence, un panel sans la moindre femme est une anomalie notoire. » Alors, comme je vous le disais, ça a pris sur les réseaux. Aujourd'hui, on a touché 15 millions de personnes, 85 millions d'impressions. Alors, pourquoi c'est possible ? Comme je vous le disais, c'est en fait l'appropriation, c'est de la coélaboration. Et ça nous donne d'ailleurs plein d'idées. Peut-être j'aurai le temps d'en parler un peu plus tard. Et donc, tous ces commentaires qui viennent de partout en France nous permettent finalement de faire de la vigilance citoyenne et d'être de façon constructive ensemble. Alors, on a 100 signataires, on en a beaucoup du milieu du numérique. On a le PDG d'Orange, Stéphane Richard, le DG de Twitter, le PDG d'IBM, il y a Jacques-Antoine Grandjean de Vente Privée, il y a aussi des gens dans d'autres écosystèmes, des publicitaires, des patrons de presse, des politiques. On a 3 maires, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, le maire de Montpellier et le maire de Mulhouse, des personnalités du monde de l'éducation, il y a aussi le directeur de l'ESSEC. Alors, Jamais sans elle est devenu un mouvement de promotion de la mixité, à travers l'engagement d'hommes soucieux de l'équilibre et de la représentativité, mais il est relié donc par de nouveaux signataires de la société civile, et il est aussi soutenu par un conseil féminin qui réunit notamment Laurence Parisot, Nathalie Cosco-Morizet ou encore Axel Lemaire. Alors l'idée, c'est vraiment, avec ce mouvement, de ne plus faire du neuf avec du vieux, mais de faire du neuf avec du neuf. Et ce qui est du neuf avec du neuf, c'est de défendre en fait la place des femmes, main dans la main, hommes et femmes. C'est ça qui est nouveau. Et c'est grâce à l'influence de certaines dirigeantes, effectivement, dans notre écosystème, que les hommes ont pris conscience des enjeux et simplement on travaille ensemble et on voit bien que tout se passe bien et qu'au contraire on a des meilleures idées. Donc ce qui est nouveau aussi, c'est que là on ne veut pas s'opposer, on ne veut pas imposer, on veut collaborer. Et finalement, si ça vient du monde numérique, c'est pas hasard, c'est que ça vient aussi de nos pratiques à nous professionnelles, de notre façon de penser le monde, qui fait qu'on est dans la collaboration. Et là on peut voir qu'il y a un mouvement citoyen qui s'inspire aussi et qui naît de ces pratiques. Alors, c'est un extraordinaire levier pour faire bouger les lignes et contribuer au changement des mentalités. Comme je disais, c'est collaboratif, donc les ramifications sont diverses. On va développer d'ailleurs dans le domaine du sport. Alors aujourd'hui, avec tous les participants de Divox, si on veut, et qu'on tweete tous ensemble, on peut refaire monter le hashtag Jamais sans elle sur Twitter. Alors si vous avez envie de le faire, allez-y. Je compte sur vous. Je vous répondrai aussi à vos messages. Et il y a parmi nos messages l'idée aussi que la transformation digitale, c'est une opportunité unique pour la mixité et la diversité dans nos entreprises. Parce que dans nos métiers, nous savons inventer,
trouver des solutions et nous adapter à de multiples complexes. Nous sommes en fait en train de changer le monde. Et justement, on est dans une société, et en particulier encore une fois française, qui a besoin de changer le logiciel. Les grands groupes veulent comprendre comment les startups innovent pour éviter de se faire disrupter. Ils savent que ce sont des colosses au pied d'argile qui peuvent avoir une entreprise quelle qu'il soit qui débarque et qui va atteindre leur business model. Je pense notamment par exemple au groupe Accor qui a développé un shadow COMEX, c'est-à-dire un COMEX consultatif de personnes de moins de 35 ans et paritaire qui leur permet d'avoir des idées qui remontent et des usages et de les donner aux COMEX traditionnels dont la moyenne d'âge je crois est de 55 ans. Donc on voit qu'on essaie de reprendre des bonnes pratiques de nos entreprises, de nos façons de travailler et que donc on a une influence quand même qui se diffuse dans toute la société. Le numérique qui se diffuse dans tous les domaines aujourd'hui. Notre façon de vivre, de travailler est donc en train de changer peu à peu la société. Alors certains, effectivement, ont peur. Il y a des craintes et des peurs de voir des métiers disparaître. Enfin, il faut essayer aussi d'être constructif et de se dire qu'on a de la croissance dans ce domaine-là et d'essayer de montrer justement que tous ensemble, on peut y arriver. Alors, comme je le disais, la transformation digitale est une opportunité unique. C'est aussi la diversité. On sait qu'on a des idées parce qu'on se mélange. C'est le contraire du repli sur soi. Sur ce point, je pense qu'on peut saluer aussi le sens de la déclaration de Zuckerberg, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin d'une société ouverte, on a besoin d'une société où on se mélange pour avoir des idées, pour innover et pour développer nos business. On a besoin de libérer aussi tous les talents et pour ça, d'ouvrir les portes. On le sait, on n'a pas forcément nécessairement besoin d'avoir le parcours traditionnel aujourd'hui. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a 50 000 emplois non pourvus dans le numérique par an en France. En Europe, c'est des chiffres aussi assez hallucinants. Donc aussi, je pense qu'on a chacun un rôle un petit peu, entre guillemets, d'ambassadeur, d'expliquer autour de nous qu'il y a vraiment des opportunités professionnelles, notamment auprès des plus jeunes qui, des fois, voient un peu la situation de façon assez sombre et ne se rendent pas compte qu'il y a des domaines dans lesquels nous, on vit, où on est passionné et enthousiaste, et dans lesquels il y a des opportunités pour eux. Donc finalement, c'est à nous de faire avancer ces sujets. Et aujourd'hui, on le voit avec les mouvements qui émergent un peu partout. Sur les sujets de la mixité, il y a aussi l'initiative de l'ONU qui s'appelle He4She, où il y a aussi des entreprises du numérique qui sont investies, où notamment ils vont mettre l'égalité des salaires dans quelques temps. Et moi je sais, parce que j'ai des copains qui dirigent des boîtes, où ils essayent aussi d'abord, d'employer davantage de femmes, ensuite ils voient que ça apporte des choses. Alors je ne sais pas si sur la question de savoir si les filles elles codent mieux que les garçons, c'est un vrai sujet, mais vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, il y a eu une étude qui révélait qu'elle fait pas mal de buzz. Donc on voit que finalement, on sait travailler ensemble. Finalement, il faut qu'on essaye peut-être d'insuffler ce vent nouveau aussi dans l'ensemble de la société pour montrer que c'est comme ça aussi qu'on peut avancer. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que dans la salle, il n'y a pas le nouveau Steve Wozniak, le nouveau Tim Berners-Lee, Mark Zuckerberg, Linus Torvalds aussi? Il y a peut-être aussi la prochaine Ada Lovelace ou Margaret Hamilton, qui sait? Voilà. Merci beaucoup.